Madame Le Biot, bonjour. Bonjour chers auditeurs, bonjour mesdames, كل عام وانتم بخير. صحة Aïch, والهنا إن شاء الله. merci. Meilleurs vœux à vous également. La récolte de maïs, elle a commencé depuis déjà quelques semaines à travers le sud du pays tout d'abord. Les résultats semblent être satisfaisants. Alors, comment se déroule déjà cette campagne, Madame Le Biot? Merci. Justement, la campagne de récolte de maïs et de tournesol a commencé déjà il y a quelques temps timidement, mais officiellement c'était la semaine passée. On a fait le lancement de la campagne à partir de la wilaya de Timimoun en présence des autorités locales, en l'occurrence Monsieur le Wali de la wilaya de Timimoun qui a veillé personnellement au lancement officiel de la campagne de récolte de maïs. Timimoun, justement, est l'une des wilayas qui ont été donc sélectionnées pour l'élargissement de ces cultures stratégiques, notamment le maïs. Comment se présentent les rendements dans cette wilaya du sud-ouest du pays? Franchement, lors de ma visite à Timimoun, j'étais impressionnée. Il faut voir pour croire. Donc, les résultats étaient très, très satisfaisants. D'ailleurs, il y a un investisseur qui a pu avoir 114 quinto à l'hectare, pour être plus précis, 113,86 quinto à l'hectare. Et c'était vraiment impressionnant. Les rendements varient entre 50, 60, 70 jusqu'à 90. Et c'est dû vraiment à l'investissement et l'adhésion complète des agriculteurs et des investisseurs au niveau de la région sud. C'est des rendements particuliers pour le maïs, c'est-à-dire c'est des rendements qu'on ne connaît pas dans le nord du pays? Oui, exactement. Donc, c'est du jamais vu. Donc, c'est la première fois en Algérie qu'on enregistre un chiffre pareil. Dire que le maïs, quand même, ça reste une culture nouvelle. Malgré qu'on la cultive depuis quelques années, mais ça reste timide. Les superficies cultivées, ça reste timide. Donc, c'est une culture qui est pas bien connue par rapport aux agriculteurs. Donc, même nous, au niveau de l'administration, les techniciens, on est en train d'apprendre chaque jour de cette culture, les variétés, parce que toute la semence, elle est importée. Donc, on a toute une panoplie de semences qu'on importe, donc on est en train de voir le feedback du terrain pour voir quelles sont les variétés qui s'adaptent mieux, c'est-à-dire en Algérie, les variétés qui donnent plus de rendement. Donc, et c'est par rapport à ça qu'on va choisir. D'ailleurs, il y a eu une installation d'un comité technique au niveau du ministère de l'Agriculture pour faire le choix variétal, justement, et arriver à nos objectifs durant la quinquennale 2024-2028. Pour la commission, ça sera donc pour la prochaine campagne, commencer à partir de la prochaine campagne, pas pour l'actuelle? Oui, la campagne 2025. La Très campagne 2025 pour arriver, parce que, bon, si je peux me permettre, c'est-à-dire arriver, parce qu'on a tracé quand même des objectifs, comme je l'ai déjà dit, jusqu'à la quinquennale 2028 pour arriver à notre autosuffisance. Donc, on a enregistré arrivé à 220 000 hectares en maïs grain. Cet objectif, il est déglobalisé sur 5 ans. Pour la campagne 2025, on aura à mettre en place à peu près 30 000 hectares de maïs grain, dont 8 000 hectares au niveau des wilayas du nord et 22 000 au niveau des wilayas du sud. Pour l'instant, combien nous avons semé pour cette campagne, la campagne qui vient pour cette récolte, disons? On récolte le semis de la campagne 2024. Donc, on a à récolter environ un chiffre qui avoisine les 16 000 hectares. Donc, on s'est lancé au niveau de les wilayas d'Adrar, Timimoun et Ouirgla. Donc, la campagne commence timidement. Elle se poursuit jusqu'à la fin février, Inch'Allah, parce qu'il y a eu quand même des dates de semis complètement différentes. Très bien. Alors, vous avez évoqué les investisseurs, justement. Vous dites qu'il y a des agriculteurs qui ont adhéré. Ils ne sont pas très nombreux, ces agriculteurs qui ont commencé ou qui ont décidé de lancer l'expérience, puisque vous le dites, elle est relativement nouvelle, et qui ont réussi à relever le défi. Vous dites que ce n'est pas le résultat ou le fruit du hasard, mais d'un long travail qui a été mené par ces investisseurs. C'est-à-dire au sud, l'orientation du ministère de l'Agriculture, Développement rural et de la pêche vers les pays, vers les wilayas du sud, c'est pas fait au hasard, parce que c'est là où on a l'étendue, on a la disponibilité du foncier agricole, les ressources en eau et les soleils. Le soleil pour les cultures qui nécessitent du soleil, qui sont tournesol et maïs. Donc, le choix n'a pas été fait comme ça. Les investisseurs réellement ils adhèrent pleinement
au fait, parce qu'au niveau du Sud, il y a eu quand même, on a essayé de placer une nouvelle stratégie, on essaie de changer les mentalités, passer à avoir un plan de culture par chaque exploitation. Plan de culture, c'est-à-dire faire les cultures de rotation, pas uniquement le céréal. Donc, après les céréales, on peut mettre du maïs, on peut mettre des oléagineuses, on peut mettre des légumineuses. Donc, comme ça, le sol va être occupé tout au long de l'année, ce qui va enrichir le sol en oligo-éléments, en matière organique, qui va diversifier les productions de l'agriculteur et améliorer ses revenus. Très bien. Alors là, on a parlé du sud, Madame Le Bioud, jusqu'à présent, mais pour le nord, justement, il y a des expériences qui ont déjà été menées et il y a ces fermes pilotes ou ces ex-fermes pilotes qui ont été récupérées, qui sont donc devenues des unités de production dédiées aux cultures stratégiques, notamment les cultures oléagineuses. Donc, je cite le maïs et le tournesol notamment. Alors, est-ce que la transformation a déjà été faite et est-ce qu'on a déjà lancé des productions? Effectivement, en réalité, la majorité des superficies emblavées en ce moment, surtout en céréales, se trouvent au nord. Donc, on s'est lancé récemment au sud avec une superficie qui dépasse les 150 000 hectares. Donc, qui va être, c'est-à-dire l'extension va être faite au fur et à mesure au fil des années, mais la concentration, elle est au nord, surtout l'extension des superficies, les superficies irriguées. Donc, effectivement, pour les l'ex-ferme pilote, les nouvelles unités de production agricole se sont spécialisées. Donc, c'est des filiales. Il y a la DECAS, qu'on appelle la DECAS, l'entreprise générale, avec des filiales qui se sont spécialisées, l'une au niveau pour les oléagineuses, les légumineuses, les céréales, les semences, et tout le programme, donc toute la stratégie nationale du ministère de l'Agriculture se pose positionné au niveau de ces fermes pilotes qui sont réparties généralement au nord du pays, donc l'Est, Ouest et Centre. En matière des cultures oléagineuses, on a eu des superficies donc importantes mises en place au niveau des fermes pilotes. Il y a eu aussi la reprise du programme Colza, avec une superficie qui dépasse les 21 000 hectares mis en place au niveau de ces unités de production agricole, et à un degré moindre, à titre expérimental, je dirais, le soja, donc avec une superficie de 100 hectares à titre expérimental. Alors justement, vous parlez d'une reprise du colza. On se rappelle, pour le colza, il y a une expérience qui a été menée il y a de cela environ 3 années. Des agriculteurs se sont lancés dans l'aventure finalement. Ils ont produit du colza, mais se sont heurtés à un problème qui est celui donc de l'écoulement de leur production. Est-ce que justement aujourd'hui, ceux qui investissent, c'est une crainte qui est aujourd'hui relevée par les agriculteurs, ils vous disent: OK, on est partant pour investir, mais comment, et si jamais on se retrouvait une nouvelle fois avec cette production sur les bras, comment est-ce que cette problématique est prise en charge, Madame Le Bioud? Justement, c'est le souci majeur des agriculteurs, c'est comment liquider ou écouler leur production. Pour cela, le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a mis des dispositifs donc spéciaux pour chaque culture. Les oléagineuses, en l'occurrence tournesol, maïs, tournesol et colza. Aussi le tournesol, le maïs grain. Pour le tournesol et le colza, il y a l'office qui est l'ONAB, l'Office national de l'aliment de bétail, et les opérateurs économiques. Donc on a laissé la porte ouverte et le choix, c'est-à-dire à l'agriculteur qui veut aller vers l'office public ou vers l'opérateur économique. Donc le dispositif accompagne l'agriculteur avec des mesures de soutien dès la mise en place de la semence, les engrais, la production, le stockage et même à la transformation. Donc les opérateurs économiques, soit privés ou à travers les offices, on va récupérer toute la récolte. C'est à eux de l'orienter, soit pour les oléagineuses vers les unités de transformation, ou pour le maïs, c'est le NAP qui s'en charge, parce qu'à la base, c'est sa spécialité. C'est lui qui va utiliser ce produit comme élément, comme intrant essentiel dans l'alimentation de bétail, en l'occurrence surtout la filière avicole.
Alors, concernant les prix, est-ce que c'est comme pour les céréales, généralement, où les prix sont fixes, connus de tous, avant même le début de la campagne, ou là, ce n'est pas tout à fait la même logique? Le dispositif prix, il est très positif, donc très encourageant. C'est ce qui a fait adhérer justement les agriculteurs et investisseurs. Pour le maïs, le prix d'achat, il est à 5000 dinars par quintal. Donc, il y a 2500 dinars qui sont payés par le NAB. Les 2500, c'est une subvention de l'État. Les 5000 dinars à l'hectare, ou quintal, pardon, c'est un prix qui dépasse le prix du maïs à l'international. Donc on importe le maïs à un prix encore moins. Bon, je risque de dire un peu. Oui, sachant que ça répond à des cours internationaux. Il est moins à 5000, oui. Il est moins donc à 4500 ou 3800, mais il est moins à 5000. Donc déjà le prix d'achat, il est très encourageant. Ça c'est pour le maïs gras. Pour les oléagineuses aussi, il y a un prix fixe par convention avec l'unité de transformation, et c'est un prix qui est fixé par la bourse internationale. Donc c'est le prix d'achat dépend de la bourse internationale avec un prix à la base qui est fixe. Donc même il y a une diminution des prix à l'international, le prix d'achat des agriculteurs il est fixé par l'unité de transformation avec une prime de 3000 dinars au quintal pour les agriculteurs individuels et 3500 quand ils sont regroupés en coopérative agricole. Une prime aussi pour les stockeurs, c'est en l'occurrence le NAB et l'opérateur économique, une prime au transformateur qui est l'unité de transformation qui est de 400 dinars à l'hectare. Donc un dispositif prix qui est mis en place pour encourager les agriculteurs, les autres producteurs également, notamment les industriels qui vont triturer ces graines. Exactement. Donc l'État a pris en charge la chaîne dans tous ces maillons, donc à la production, au stockage et à la transformation. Et c'est ce qui a fait adhérer les agriculteurs et les investisseurs. En plus, les dispositifs de soutien de l'État, les deux cultures, c'est-à-dire pour le tournesol, c'est une culture qui n'est pas trop exigeante. Donc c'est une culture de rotation, on peut la faire après les légumineuses, après les céréales. Donc, on peut même pas utiliser beaucoup de fertilisants ou d'engrais parce qu'elle profite déjà du sol qui est riche à travers les anciennes cultures. Pour le maïs, c'est vrai qu'il nécessite beaucoup plus d'eau, mais c'est une culture aussi qui est facile. Il suffit juste d'adhérer, il suffit juste de suivre l'itinéraire technique. Et là, justement, c'est un appel aux agriculteurs, aux investisseurs, qu'il faut quand même s'aligner au dispositif et itinéraire technique, faire appel aux instituts techniques sous tutelle qui sont là à travers tout. Donc, on a toute une gamme un nombre important d'instituts techniques à travers les pays, à travers les wilayas du pays pour accompagner justement les agriculteurs au cours de leur production. Alors le colza et le tournesol, on le disait, il y a des expériences qui ont été menées. Aujourd'hui, le plus gros donc est dédié au maïs pour l'heure. Mais est-ce que ces expériences seront généralisées, celles du colza et du tournesol, Madame Le Biot? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on a tout un programme, un dispositif par rapport aux oléagineuses. C'est au même titre que le maïs gras. Donc on compte, selon c'est-à-dire d'ici 2028, on a à mettre en place un chiffre qui dépasse les 300 000 hectares. Donc, déglobalisé pour l'année 2025, on a 60 000 hectares, hein, quand même c'est important, en tournesol et en colza. Donc, à compter les 21 000 qui ont été mises au niveau des unités de production agricole. Donc, reste le tournesol pour 60 000 hectares, déglobalisé en 25 000 hectares au niveau de la zone nord et 35 000 hectares au niveau de la zone sud. Donc, on va profiter de l'expérience des années précédentes pour arriver à nos objectifs, Inch'Allah. Des objectifs sur lesquels nous aurons à revenir dans la deuxième partie de l'émission. Ça sera dans quelques instants. Restez avec nous. Madame Le Biot, on parle donc de cette culture du maïs, de cette campagne qui est en cours, une campagne que vous qualifiez de très positive. Donc, le travail des agriculteurs, vous l'avez dit, est remarquable. Et une campagne de sensibilisation, justement, est en cours pour sensibiliser les agriculteurs et les préparer pour la campagne qui va être lancée donc bientôt également.
Tout à fait, c'est une continuité des campagnes de sensibilisation qu'on a commencé au mois d'août, lors de semis de ces 16 000 hectares de maïs et 2 000 hectares de tournesol au niveau des wilayas du sud. Et maintenant, on récolte ce qu'on a semé en août. Les campagnes de sensibilisation, justement, se poursuivent. On a assisté aux récoltes pour accompagner les agriculteurs. D'ailleurs, ils ont beaucoup apprécié l'accompagnement du secteur de l'agriculture avec les instituts techniques, avec les offices, les opérateurs techniques. On était là en présence. Donc, on est sorti des journées classiques, des salles fermées. On était sur terrain. Les investisseurs ont vu par leurs propres yeux les résultats, les rendements positifs. Donc, ils étaient encouragés. Ils ont posé leurs problèmes qui étaient très logiques et très légitimes. Donc, il y a eu des questions auxquelles on a répondu sur le terrain, d'autres qui vont être portées fidèlement à Monsieur le ministre pour des éventuelles propositions ou solutions. Donc les campagnes, comme je l'ai déjà dit, se poursuivent. Donc on a demain, le 15, donc on a un regroupement régional au niveau de la wilaya de Annaba qui va regrouper les 10 wilayas de l'Est, justement pour parler des deux cultures, donc tournesol et maïs gras, avec la présence des instituts techniques, les offices et tous les intervenants au niveau du dispositif pour faire adhérer justement un maximum d'agriculteurs et assurer d'arriver à nos objectifs qui sont de 30 000, je rappelle 30 000 hectares pour le maïs gras et 60 000 hectares pour les oléagineuses. Sachant que, c'est-à-dire pour le maïs, on cultivait le maïs depuis des années, mais c'était vers l'ensilage. On faisait du maïs en silage. Maintenant, on est en train de changer les mentalités pour la reconversion du maïs en silage vers le maïs gras. Quelle est l'utilité de cette reconversion ? C'est-à-dire, parce que pour diminuer, oui, c'est important parce que le maïs et les oléagineux, c'est des produits qui sont importés à 100%. Donc, on consomme en maïs gras un chiffre avoisinant à 3,7 millions de tonnes par année, donc qui est une valeur de 1,6 milliard de dollars, qui est une facture très très importante. Alors qu'on a toutes les capacités de produire notre maïs et notre produit oléagineuse, donc et avoir notre huile à 100% algérien, parce que les oléagineuses, on utilise après trituration, on a les huiles qu'on utilise pour la consommation humaine et on a les tourteaux, c'est les déchets qui sont un intrant essentiel dans l'aliment de bétail, surtout la filière avicole. Aussi les maïs gras, qui est un intrant important dans la filière avicole, qui constitue 60% de l'aliment. Donc c'est des produits qui sont importés à 100% et qui coûtent au trésor public une somme très importante, alors qu'on peut éviter, on peut facilement, on a toutes les capacités, c'est-à-dire comme je l'ai déjà dit, le foncier agricole, les ressources hydriques et le soleil. Oui. On a les capacités humaines, donc on a tout pour produire notre production. Et à un certain moment, c'est-à-dire réaliser le plan de développement des cultures stratégiques, c'est plus l'affaire du ministère de l'Agriculture, du Développement rural, de la pêche, c'est intersectoriel. Donc ça dépasse le ministère parce que tous ces périmètres créés au sud du pays nécessitent de l'électrification, nécessitent l'ouverture des pistes, la télécommunication. Donc c'est les ressources hydriques, donc c'est le ministère de l'hydraulique. Donc c'est plusieurs ministères qui vont adhérer pour la réalisation de ce plan de développement des cultures stratégiques. Alors vous avez, Madame Lobiet, cité des contraintes, vous avez parlé de contraintes qui ont été soulevées par les agriculteurs lors de ces campagnes de sensibilisation, de ce travail de terrain que vous menez pour sensibiliser les agriculteurs. Quelles sont les principales contraintes qui sont soulevées par les opérateurs ? Bon, je citerai comme exemple le problème de foncier. Donc, qui est c'est-à-dire, il y a des commissions qui ont été installées depuis les instructions de Monsieur le Président, les dernières instructions de Monsieur le Président lors du 50e anniversaire de l'Union des agriculteurs algériens. Donc, d'ici 2025, on n'en parle plus de problème de foncier. On a aussi le problème d'électrification, d'ouverture de pistes. En réalité, le principe au début, c'était de créer des périmètres, de les mettre à travers la plateforme Audace
Donc, et ONTA, après avoir mis tout ce qui est électrification et ouverture des pistes. Mais à un certain moment, la demande des agriculteurs et des investisseurs dépassait de loin la prise en charge de ces périmètres. D'où il y a eu l'attribution aux investisseurs sans avoir fait, c'est-à-dire tout ce qui est électrification et ouverture de pistes. Sans oublier aussi qu'il y a beaucoup d'investisseurs, beaucoup de demandeurs qui n'avaient pas l'idée d'investir. C'était juste de s'accaparer de ces terrains agricoles. Et heureusement qu'il y a eu toutes les commissions d'assainissement et on a pu récupérer des dizaines, voire des centaines de milliers d'hectares qui ont été mises aussi au niveau de la plateforme numérique pour les investisseurs et agriculteurs. Donc, voilà. Donc, c'est les principales contraintes qui sont levées par les agriculteurs. Vous dites que c'est en voie de règlement au niveau du ministère? Oui, bien sûr. D'ici, Inch'Allah, 2025, on n'en parle plus de problème de foncier agricole. C'était les instructions de Monsieur le Président. Il y a des comités qui sont en train de travailler, multisectoriels, qui sont en train de travailler sur pour les pistes, l'électrification, la question de l'eau. Pour les pistes et l'électrification, justement, il y a une enveloppe financière très très importante qui a été allouée au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, qui est destinée uniquement pour les wilayas du Sud. Elle est déjà répartie, les montants sont alloués aux wilayas, donc c'est très important pour l'électrification et l'ouverture des pistes au niveau des périmètres déjà créés et attribués aux investisseurs. Il y avait aussi le problème du machinisme agricole. Effectivement, notre prestataire de services, c'est l'office, c'est l'OAIC. Donc, avec tout ce qui est tracteur, moissonneuse et semoir, avec les deux cultures, donc je dirais maïs et tournesol, c'est vrai qu'on peut utiliser les mêmes moissonneuses pour les céréales, mais quand même, il y a du matériel spécifique pour ces deux cultures. Inch'Allah, il y aura donc monsieur le ministre a donné instruction à l'ONAB et à l'OAIC pour prendre en charge cette problématique, soit par la PMAT, c'est-à-dire par le matériel national ou à travers l'importation, justement pour subvenir et répondre aux réclamations et aux besoins des agriculteurs. Alors justement, il y a des pays qui ont bien avancé en matière de machinisme, en matière de technologie dédiée donc au développement de ces cultures oléagineuses notamment. Le maïs, le colza, le soja également. Il y a des expériences très importantes donc à travers le monde. Est-ce qu'il y a une coopération qui est en cours justement pour bénéficier de ces technologies et avancer plus vite, si on peut dire ça comme ça? Bien sûr, il y a plusieurs coopérations avec des pays amis pour l'échange justement d'expériences, partage des nouvelles technologies. Aussi, si je parle de l'autosuffisance, on a deux axes, c'est-à-dire l'extension des superficies pour arriver à nos objectifs et subvenir à nos besoins en consommation tournesol, c'est-à-dire oléagineuse et maïs gras. L'autre volet, c'est de produire notre propre semence, parce que si on veut parler de la sécurité alimentaire, c'est d'arriver à produire notre propre semence. Pour cela, il y aura, Inch'Allah, il y a tout un programme pour partenariat avec des pays amis dans le cadre de justement multiplication des semences de maïs gras et de tournesol, après avoir justement j'ai parlé tout à l'heure du feedback du terrain pour choisir les meilleures variétés qui s'adaptent à notre climat, soit au sud, soit au nord du pays. Et justement, il y a de la recherche qui se fait en matière de semences pour ces cultures-là, sachant qu'il y a toutes les réalités climatiques aujourd'hui qui imposent, vous le disiez, un choix de semences particulier. Est-ce qu'on est justement sur ce travail? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de recherches qui se font au niveau des instituts, en l'occurrence l'INRA, l'ITAF, il y a plusieurs, l'ITIDAS sur l'agriculture saharienne. Il y a beaucoup de recherches qui se font, des expériences qui sont faites au niveau des instituts par les chercheurs, au niveau des instituts sous tutelle, justement pour arriver à avoir de la semence qui s'adapte vraiment, c'est-à-dire au changement climatique et avoir des rendements, c'est-à-dire les meilleurs rendements à travers ces variétés. Il y a aussi, je dirais,
dirais, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, bon, je voulais citer ça, il y a beaucoup d'entreprises publiques qui ont investi dans le domaine de l'agriculture, notamment au sud du pays, en l'occurrence donc Sonatrach, Cosider, GGR, et même des entreprises étrangères en partenariat avec des entreprises nationales telles que les Qataris, les Saoudiens, donc les Turcs, les Italiens. Donc tout ça, donc je pense que l'agriculture algérienne, elle est tellement positive, elle est tellement encourageante qu'elle fait, c'est-à-dire intéresser des entreprises publiques ou étrangères. Alors une dernière question, peut-être Madame Le Biod, c'est celle relative à l'eau. Il n'y a pas d'agriculture sans eau. Est-ce que une des orientations, c'est d'élargir les superficies irriguées justement pour atteindre les objectifs d'autosuffisance pour les différentes filières stratégiques? Est-ce qu'il y a un plan qui est établi pour les cultures oléagineuses? Tout à fait. Donc, comme vous l'avez bien dit, il n'y a pas d'agriculture sans eau. C'est par rapport à ça qu'on s'est dirigé vers les pays, les wilayas du sud, là où il y a la ressource hydrique. Là aussi, il y a tout un plan en collaboration avec le secteur de l'hydraulique. Il y a des réunions qui se font régulièrement entre Monsieur le ministre de l'Agriculture et Monsieur le ministre de l'Hydraulique. Il y a des comités qui veillent à justement l'extension des superficie irriguée pour arriver à nos objectifs justement qui sont fixés d'emblée jusqu'à 2028. L'intégralité de la surface est irriguée? Oui, c'est-à-dire j'ai pas des chiffres, c'est-à-dire par rapport à l'irrigation, mais je sais que le problème d'irrigation ne pose pas problème. Ne se pose pas. Il y a beaucoup de facilités qui sont faites par le ministère de l'hydraulique en matière de fonçage, en matière c'est-à-dire même le matériel, il est subventionné, matériel d'irrigation, les méthodes, c'est-à-dire modernes de l'irrigation, voire les pivots au sud, le goutte à goutte. Donc tout ça est pris en charge par le plan national de développement d'agriculture stratégique. Merci Madame Le Biod d'avoir répondu à toutes nos questions. On est arrivé à la fin de notre émission. Je rappelle que nous avions avec nous ce matin Madame Hanan Le Biod, directrice de la valorisation et de la promotion de la production agricole au ministère de l'Agriculture. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Très bonne journée. À demain.